Nouvelle édition d'information. Bienvenue à toutes et à tous. Place au titre. L'Assemblée nationale adopte en plénière un projet de loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Lancement de la revue annuelle conjointe du Programme national de développement du secteur éducatif, état des lieux et bilan du PNDSE. En Tunisie, on se dirige vers un deuxième tour entre le président sortant Monsef Marzouki et le leader de Nizza Tunis Sepsi. Merci de vous joindre à nous. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui, au cours d'une plénière, le projet de loi comportant des amendements de la loi relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Ce projet de loi, proposé par le ministère de la Justice, vise à adapter notre législature avec les conventions internationales dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Précision avec Abdelrahman Hamadan. L'ordre du jour de cette plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence de M. Mohamed Ould-Boilil, président de l'Assemblée nationale, a porté sur l'examen d'un projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Après la lecture des rapports de la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense sur le projet de loi, le débat a été ouvert. Dans leurs interventions, les députés ont abordé et discuté plusieurs questions, notamment la relation entre le blanchiment d'argent et le terrorisme et les critères requis pour l'autorisation de nouvelles institutions financières. D'autres ont évoqué des questions relatives à la situation des prisons dans les pays, tout en recommandant la formation des magistrats spécialisés capables à traiter les nouvelles questions posées à la justice. M. Sidi Ould Zeine a souligné dans son intervention que les efforts internationaux dans la lutte contre le terrorisme au cours des années dernières ont abouti à la fermeture de plusieurs sources de financement de ces fléaux. C'est pourquoi les groupes terroristes se sont orientés vers le trafic, la drogue et l'enlèvement des otages pour financer leurs activités. C'est pourquoi, a dit le ministre, il est nécessaire de prendre des mesures répressives pour fermer cette porte. Pour ce qui est des autorisations de nouvelles banques, M. Sidi Ould Zeine a précisé que cela renforcera la compétitivité financière et contribuera au financement de nouvelles activités économiques, signalant que les difficultés engendrées dans le contrôle des mouvements de fonds est due à l'existence d'un secteur informel privilégié par bon nombre de nos citoyens pour les transferts de leur argent. S'agissant de la situation dans les prisons, le ministre a expliqué que la situation déplorable des prisons est due essentiellement au manque de leur capacité d'absorption, relevant que le gouvernement est en train de construire de nouvelles prisons pour surmonter ces problèmes. Il a par ailleurs indiqué que le département envisage l'organisation de formations dans les domaines des finances, des affaires ou encore des lois de commerce maritime, et c'est en collaboration avec la Banque centrale de Mauritanie et la Chambre de commerce et d'industrie. Et enfin, les députés ont adopté le projet de loi relatif au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Autre activité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, la tenue d'une réunion de la Commission des affaires extérieures sous la présidence de son président, député Ahmedoullah Abdallah, avec pour objectif l'examen du projet de loi relatif à la Convention de Kampala pour la protection des réfugiés à l'intérieur de l'Afrique. Cette convention de l'Union africaine a été ratifiée par notre pays en 2013. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens à l'étranger, Madame Hendoum Tainina. Quel bilan pour le Programme national de développement du secteur éducatif, autrement dit, a-t-il réalisé les objectifs escomptés? C'est ce que les participants à la revue annuelle du PNDSE tentaient de savoir à travers une analyse des performances du secteur avant de valider le plan d'action pour l'année suivante. Compte rendu Babacar Ndiaye. C'est la deuxième revue annuelle du PNDSE, Programme national de développement du secteur éducatif, avant la conception du prochain triennat 2015-2017. Dans une allocution, le ministre des Affaires économiques et du Développement a indiqué que le développement de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique constitue le meilleur investissement pour la diffusion de l'éveil civique, l'encouragement du dynamisme social et la réalisation du développement économique et social intégré et durable.
Il a également souligné que les pouvoirs publics, sur instruction du président de la République, ont inscrit au menu des priorités de l'État la diffusion de l'enseignement de base et le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre a enfin souhaité que le prochain plan triennal mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, l'élargissement des capacités d'accueil et le développement de la bonne gouvernance pour assurer des progrès quantitatifs et qualitatifs au niveau de l'enseignement de base. L'objectif global de cette revue est de faire le point sur la mise en œuvre du PNDSE durant l'année 2014, d'évaluer ses performances et d'analyser l'évolution des indicateurs de développement. Un bilan nécessaire avant la validation du plan d'action des 3 années à venir du Programme national de développement du secteur éducatif. Au volet de la formation, l'Université des sciences, des technologies et de médecine a démarré aujourd'hui une formation sur les logiciels de modélisation et d'analyse des données. Cette formation profite à des enseignants-chercheurs désireux de se familiariser avec les méthodes statistiques et les outils informatiques. Rabé Adeita. Cette rencontre organisée par la Direction de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec l'Université des sciences, des technologies et de médecine, au profit de 30 chercheurs et professeurs, est destinée à faciliter et optimiser la mise en place et la prise en main des logiciels statistiques utilisés. Il s'agit de maîtriser les fonctionnalités de ces logiciels, leur intérêt, leur exploitation, la présentation et l'interprétation des résultats. Le directeur de la recherche scientifique, M. Alioul Boukhari, a indiqué à cette occasion que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le département pour améliorer le niveau et la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a indiqué également que les logiciels et outils d'analyse des données dans le domaine de la recherche scientifique sont devenus des instruments indispensables en raison de leur qualité et de valeur ajoutée pour les académiciens et les chercheurs. À son tour, le président de l'Université des sciences, des technologies et de médecine a souligné l'importance du rôle de ces outils dans l'exploitation des données collectées. C'est une formation animée par 2 experts tunisiens qui sont spécialistes dans le domaine de l'application des techniques d'analyse des données, orientées principalement vers la biologie. Comme vous le savez, l'analyse des données est un domaine très important. On a partout des données. On fait partout des expérimentations et il est extrêmement important d'utiliser des techniques donc, statistiques, mathématiques pour interpréter ces tableaux de données. Il est attendu qu'à la fin de cet atelier, qui prend fin le 27 du mois courant, les participants se familiarisent avec les notions de base de la biostatistique et de la statistique en général. Direction maintenant Chinguitti, la ville millénaire s'apprête à accueillir le prochain festival des villes anciennes. C'est dans cette perspective que s'inscrit la visite que vient d'effectuer Madame Fatma Val Souena, la ministre de la Culture et de l'Artisanat à Chinguitti, pour s'informer de l'avancement des préparatifs. Retour à Babacar Ndiaye. Les musées de l'Adrar vont être soutenus par l'État. La déclaration est faite par la ministre de la Culture et de l'Artisanat qui a profité d'un déplacement à Attar pour l'annoncer. C'était en marge d'une visite au musée de Touézect d'Attar et celui d'Amatil de la résistance au colonialisme. La ministre a salué les efforts consentis par les responsables de ces musées pour la collecte, la préservation et la valorisation de notre patrimoine national avant de promettre de travailler avec eux en étroite collaboration en vue de parvenir à un cadre juridique organisant les musées privés. Cet engagement intervient au lendemain d'une visite de travail à Chinguitti sur les préparatifs de la 5e édition du Festival des villes anciennes. À l'issue de cette visite, la 2e du genre, la ministre a salué les étapes franchies par les préparatifs de la 5e édition du Festival des villes anciennes qui se tiendra à Chinguitti sous le thème de l'excellence. Les 4 précédentes éditions, a-t-elle rappelé, ont rendu la considération à ces villes après avoir été menacées de disparition de la liste du patrimoine mondial en raison de la négligence dont elles ont été victimes et du non-respect par les habitants des critères objets de l'accord avec l'UNESCO. L'intérêt que porte à ces villes le président de la République a permis d'organiser les 4 éditions précédentes du festival dans des conditions sécuritaires et matérielles parfaites, a-t-elle ajouté.
Infrastructures de base nécessaires, eau potable, électricité, tout est fin prêt pour la ville de Chinguetti qui doit accueillir dans quelques semaines la 5e édition du Festival des villes anciennes. Son homologue des affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mme Lemina Mintel Khotob Momo, vient-elle également d'achever une visite à l'intérieur du pays couronné à Tintin par l'inauguration de la maison des femmes et d'un jardin d'enfants. La ministre était auparavant passée par Kifa où elle a aussi inauguré le jardin d'enfants Amitié des enfants qui renferme des outils didactiques nécessaires. El Haj Abdallahiddin. Des chansons et des applaudissements ont accompagné l'inauguration de nouveaux jardins d'enfants à Kifa par la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille. Ces jardins d'enfants comportent l'ensemble des équipements nécessaires à l'instruction de la génération future et comptent 70 inscrits. Par la suite, Mme Lemina Mintel Khotob Mama s'est rendue au siège de la coordination régionale située au quartier de Nezaha et au centre de la protection et de l'insertion sociale. Dans ce centre, Madame la ministre a distribué des quantités et des rations alimentaires aux pensionnaires. Dans le même sillage, Madame Lemina Mintel Khotob Mama a visité le centre Saada pour les orphelins. Avant de tenir une réunion avec les acteurs locaux et les représentantes des coopératives féminines, au cours de laquelle elle a passé en revue les missions de son département, appelant tous les acteurs à participer pour hisser le niveau des prestations du ministère. Elle a enfin précisé que l'ensemble des programmes et plans se feront en concertation avec tous les partenaires, ajoutant que des instructions ont été données pour venir en aide aux personnes handicapées et aux franges les plus vulnérables. Il est important de rappeler que des équipements ont été fournis à des personnes handicapées au cours de la visite de la ministre. En Adrar, dans la localité de Terouan, relevant d'Atar, dispose désormais d'une école et d'un centre de santé construits et équipés par l'agence Tadamoun. Les deux édifices ont été inaugurés par le directeur général de cette agence chargé de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. C'est un élément d'Abdelrahman Hamad. À quelques kilomètres de la ville d'Oujeft, relevant de la wilaya de l'Adrar, se situe la localité de Terouban, l'une des localités qui bénéficie des interventions de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Ici, le directeur général de l'agence, Maître Hamdioul Mahjoub, vient d'inaugurer 3 salles de classe complétant l'école de la localité. Dans son intervention pour l'occasion, le directeur général de l'agence Tadamoun a réitéré la détermination des autorités publiques de venir en appui aux populations dans les zones vulnérables et d'installer des infrastructures de base, gage de tout développement. Maître Hamdioul Mahjoub a appelé les populations locales à servir le pays avec abnégation, à préserver l'unité nationale et à avoir un esprit de patriotisme vis-à-vis des questions nationales. Le porte-parole des habitants de Terouban a exprimé la fierté des populations de cette réalisation et leur gratitude aux autorités publiques pour ce geste important. Un sentiment exprimé également par les populations locales qui ont loué l'intérêt qu'accorde le pouvoir public à leurs conditions de vie. Auparavant, le maire de la commune d'Oujeft, M. Mohamed Ould-Jiddou, avait prononcé un mot de bienvenue dans lequel il a exprimé l'importance de cette réalisation scolaire pour accueillir les enfants de la localité. Le directeur de l'école Terouban a précisé dans son intervention que ces nouvelles salles de classe sont construites conformément aux règles de l'art et cela contribuera à la réussite de l'opération scolaire dans cette zone. L'Office national de la météorologie au service des utilisateurs des informations climatiques. Une ambition que cet office cherche à matérialiser à travers la publication des informations sur les services climatiques en réponse aux besoins des utilisateurs. La question faisait ce matin l'objet d'une journée de concertation. Rabia Deda y était et voici son reportage. Cette journée de concertation sur l'information climatique organisée par l'Office national de la météorologie au profit des médias vise à garantir une meilleure publication des informations sur les services climatiques en réponse aux besoins des utilisateurs.
Ce séminaire a pour but de disponibiliser les informations climatiques nécessaires en vue de prendre les décisions adéquates pour la sécurité des utilisateurs des données climatiques, notamment les agriculteurs, les pêcheurs pour lesquels ces données sont parfois vitales, et les médias. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports a indiqué à cette occasion que l'économie nationale repose en partie sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, des secteurs dont l'épanouissement ou la dégradation dépendent des changements climatiques que connaît le monde actuellement, ajoutant que ces changements justifient l'importance accordée par l'État à la météorologie. Pour sa part, le directeur général de l'Office national de la météorologie a rappelé l'importance de la collaboration de l'Office avec les médias. Le séminaire qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape supplémentaire dans la mise en œuvre du projet Metagri-OPS. Cette rencontre nous permettra également de renforcer les acquis des séminaires itinérants. La contribution attendue des professionnels de l'information devrait nous permettre de mieux répondre à la demande sans cesse croissante de nos usagers qui sont devenus de plus en plus exigeants en termes de qualité et de délai de fourniture de services. En effet, l'acheminement de l'information météorologique vers les usagers finaux, à savoir le grand public et les différents secteurs économiques, reste aujourd'hui l'une de nos préoccupations majeures. Les participants à ce séminaire ont pu suivre des présentations effectuées par des experts en météorologie afin de les sensibiliser sur le rôle des médias dans la diffusion de l'information météorologique. Notons que les participants, en collaboration avec les experts, ont émis des suggestions pour élargir la diffusion des informations sur la météo. Du climat, nous passons à l'environnement et précisément à la protection des pâturages. C'est pour les préserver des feux de brousse que le département de l'environnement et du développement durable a procédé cette année à la réhabilitation des pare-feux dans les régions agropastorales, notamment Tintane, que le secrétaire général de ce département vient de visiter, Mohamed Oulzemzam. Consécutive, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dr Mohamed Oulahmedoua, poursuit sa visite dans le Hod al-Gharbi. Aujourd'hui, il a visité la station locale de Radio Mauritanie à Ayoun, où il a expliqué devant les auditeurs la politique de son département. Après Radio Mauritanie, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a présidé une réunion avec les autorités administratives, les maires et élus locaux, réunion au cours de laquelle il a largement expliqué la politique de son département avant de souligner les mesures prises cette année par les pouvoirs publics afin de protéger nos ressources pastorales. Ces mesures, a-t-il dit, ont permis la mise en place des comités villageois et l'entretien de milliers de kilomètres de pare-feu. Les différents intervenants ont posé un certain nombre de problèmes liés à la mise en œuvre des différents programmes initiés par le département en matière de protection des pâturages. Enfin, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dr Mohamed Oulahmedoua, a visité en compagnie d'Iwali du Hod Gharbi les pare-feux réalisés sur l'axe Tintane, où il a reçu des explications détaillées inhérentes au bon déroulement des travaux d'entretien des pare-feux exécutés par la SNAT. Les rideaux sont tombés à Benichab sur la première édition du festival Sahara et Océan, marqué par une variété de programmes culturels, sportifs et artistiques. La ville avait également abrité, en marge de ce festival, un championnat de tir à la cible. Moussa Ndiaye. Au programme de la première édition du festival de Benichab dans la wilaya de Linchiri, plusieurs activités culturelles qui visent à mettre l'accent sur l'importance de cette manifestation et ses différents thèmes à développer. Une occasion pour la Fédération mauritanienne de tir à la cible d'organiser une compétition où 20 équipes ont participé au championnat de Linchiri. Cette compétition a été marquée par la victoire de Al-Baroudi qui occupe la première place avec 19 points. El Oussoud en deuxième place et l'équipe d'Akjoujt en troisième position. Les différents intervenants à cette manifestation sportive et culturelle ont précisé que cette rencontre va sans nul doute permettre aux investisseurs de s'impliquer davantage dans les actions de la wilaya de Linchiri. Quant à la Fédération mauritanienne de tir à la cible, elle n'a pas manqué de mettre l'accent sur la réussite de cette expérience. À travers cette expérience, cette association sportive compte organiser d'autres activités à l'intérieur du pays.
Il est à rappeler que la première édition du festival de Benishab intervient quelques mois après plusieurs actions visant à moderniser cette ville. Dans la wilaya de l'Adrar voisine, sa capitale Attar bénéficie d'une extension centrale de sa centrale électrique. La première pierre du projet a été posée hier par le wali de l'Adrar en présence des responsables de la Somelec et notamment de son directeur général qui a indiqué que l'extension est d'un montant d'environ 2,650 milliards d'ouguiyas fera de la centrale d'Attar la première du genre fonctionnant au fioul lourd en dehors de Nouadhibou et de Nouakchott, précisant que l'objectif est de couvrir les besoins en électricité de la capitale et des agglomérations avoisinantes. L'extension, dont les travaux dureront 6 mois, portera la puissance de la centrale à 4 MW avec un transformateur. Au chapitre des droits de l'homme, les organisations opérant dans ce domaine ont tenu ce soir une conférence de presse suite à la visite qu'elles ont rendue à Biram Da et ses compagnons dans la prison de Rosso, accusés d'avoir organisé une marche non autorisée par les autorités régionales. Les membres de ces organisations, les droits de l'homme, ont exprimé leur satisfaction quant aux mesures et conditions dans lesquelles se trouvent les détenus. Ils ont par la suite souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève que nous commençons par la Tunisie, dont les électeurs étaient appelés hier à élire le prochain président de la République avec Emina Abdelaziz. Dimanche soir, les bureaux de vote fermés en Tunisie à l'issue de la première élection présidentielle libre et démocratique du pays. Selon l'instance supérieure indépendante pour les élections, la participation s'est élevée à 64%, 5 points moins pour les législatives d'octobre. Aucun chiffre officiel et même provisoire n'a été donné, mais l'état-major de Sepsi, surnommé BCE, a annoncé son candidat en tête. Une heure plus tard, c'est le directeur de la campagne du président sortant, Moussouf Marzouri, qui criait victoire. Mais selon des sondages non officiels, aucun des deux candidats n'a dépassé les 50% de voix. On se dirigerait donc vers un second tour. Les intempéries dans le sud du Maroc ont fait au moins 28 morts. Des victimes emportées par les eaux. De violents orages ont entraîné ce week-end d'importantes inondations et la crue de plusieurs rivières dans une large partie de la région méridionale du royaume. Les dégâts sont importants. Une centaine de maisons ont été détruites et plusieurs routes ont été coupées. Les négociations sur le nucléaire iranien ont échoué lundi, date limite fixée il y a un an pour les discussions devant permettre à l'Iran d'avoir accès au nucléaire civil. Mais les grandes puissances ne veulent pas que l'Iran puisse se doter de l'arme nucléaire. Les 6 pays se sont donnés jusqu'au 30 juin pour aboutir à un accord de négociation qui seront celles de la dernière chance. Dans quelques semaines, le nouveau Sénat américain sera au moins des républicains très hostiles à un compromis avec l'Iran. Ce journal est à présent terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte en plénière un projet de loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Lancement de la revue annuelle conjointe du Programme national de développement du secteur éducatif, état des lieux et bilan de la PNDSE. En Tunisie, on se dirige vers un deuxième tour entre le président sortant Moncef Marzouki et le leader de Nida Tunis, Sepsi. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.